Donc, je me représente pour ceux qui viennent d'arriver. Je suis Julie Taron, je suis responsable adjointe d'un centre social, le centre social de Beaulieu, qui est situé à Saint-Étienne dans la Loire. C'est un centre social qui est en gestion directe CAF, donc la Caisse d'allocation familiale de la Loire. C'est un petit peu exceptionnel, c'est assez rare aujourd'hui que des centres sociaux soient comme ça, des gestions directes, on appelle ça comme ça, nous. Mais voilà, nous voilà dans cette configuration-là. Mais l'ensemble des centres sociaux sont par ailleurs, agréés et financés par la Loire. Mais je reviendrai un petit peu tout à l'heure, plus précisément sur ce que c'est qu'un centre social. Et pour démarrer d'ailleurs, c'est la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, qu'est-ce que c'est qu'un centre social? Céline, s'il te plaît. Ah voilà, plein de mots qui apparaissent. Lieu, lien, famille, partage, social, rencontre, écoute, il y en a plein. Vous avez pu un petit peu tous noter, les mots, qui vous venaient à l'esprit quand on évoque le mot centre social. Donc le mot aide est ressorti de manière, assez significative. Qu'est-ce que c'est qu'un centre social? Ben, c'est plein de choses que vous avez dit. Et en fait, c'est assez varié d'un centre social à l'autre, mais il y a quand même des valeurs, il y a quand même des choses qui fondent, l'action d'un centre social, quel qu'il soit, où qu'il soit. Et du coup, pour ça, je vous propose une petite vidéo qui vous présente, de manière assez bien faite, ce que c'est qu'un centre social dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça peut être, ce à quoi ça peut ressembler. Les centres sociaux, ça ne date pas d'hier. Il y a 90 ans, on s'organisait comme ça ou comme ça. C'était déjà une bonne idée. Depuis, la société a beaucoup évolué, mais nos valeurs, dignité, démocratie et solidarité sont plus que jamais d'actualité. Bien. Rappelons donc comment ça se passe dans un centre social. Des gens viennent souvent pour des services ou des activités. Au passage, ils en profitent pour raconter qu'ils sont préoccupés par la discrimination ou la précarité. Là, des problèmes de logement ou même d'environnement. Ici, des personnes âgées isolées. Ou encore là, des transports en commun qui ne fonctionnent pas bien. Autant de situations à la ville, autant de cas différents à la campagne. À portée de main et des yeux, cela touche tous les milieux. Oui, il y a de quoi s'indigner. À tous ces cas concrets, le centre social offre une oreille attentive. Un endroit où habitants, bénévoles et salariés peuvent s'exprimer, débattre et échanger. Mais comment rendre la vie plus facile dans le quartier? Des personnes âgées pourraient garder les enfants pendant que les parents sont absents. En échange, on les accompagnerait chez le médecin, on leur donnerait un petit coup de main. Ramasser tous ensemble les fruits de ce verger, faire des confitures et tout redistribuer, ça éviterait de gaspiller. Et si on réparait les vélos usagés plutôt que de les jeter? On pourrait les louer et permettre à tous de bien mieux circuler. Et contre ce bailleur peu scrupuleux, le mieux serait d'être très nombreux. Mobiliser les locataires et leurs voisins pour faire entendre leur voix et faire valoir leurs droits. Et s'il le faut vraiment, le centre social fera l'intermédiaire avec des experts ou même avec monsieur le maire. Alors, comme on le disait, la société a bien changé. Elle s'est complexifiée, apparaissent de nouvelles difficultés, ici, là. Comment évoluer pour être plus efficace, pour être plus utile? Ce n'est pas tous les jours facile. Comment défendre ensemble un quotidien solidaire et encore plus citoyen? Imaginons des interventions pas spectaculaires, mais indispensables, pas forcément mondiales, et surtout très locales. Faisons du centre social un lieu où on imagine plus que des services et des activités, où on peut mettre en place des solutions avec parfois des partenaires et des associations. En 2 mots, renforçons le pouvoir d'agir des habitants, soyons acteurs sur notre territoire, ici, là et encore là, partout où nous pouvons. Pensons le centre social nouvelle génération comme un véritable moyen d'action. Alors, action? Voilà, du coup, cette vidéo, je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Elle résume assez bien ce que c'est qu'un centre social.
C'est d'abord un lieu qui est implanté sur un territoire et qui sert en fait à tout ce qu'on veut, à tout ce que les habitants, souhaitent et surtout ce dont ils ont besoin. Donc l'action du centre social, en fait, elle se construit et elle évolue avec le public, qui compose ce territoire, en fonction des demandes. S'il y a beaucoup de familles, par exemple, on va plutôt travailler, la garde d'enfants. S'il y a beaucoup de personnes âgées, on va travailler d'autres choses. Voilà, le territoire, il bouge, il évolue avec le temps et le centre social, il doit s'adapter à ça. C'est un outil, un centre social, c'est un incubateur, c'est un outil qui permet aux gens de s'organiser, de manière autonome et ou même jusqu'à, monter, créer des associations, et qui sert ensuite à mener des actions qui sont utiles, qui sont, intéressantes pour le public puisque c'est le public lui-même qui est venu, solliciter cette question. Il y a différents types de centres sociaux. Il y a des centres sociaux qui sont des associations, il y a des centres sociaux qui sont gérés par des collectivités, des municipalités par exemple. Et il y a même des centres sociaux comme nous qui sont gérés directement par les caisses d'allocation familiale. Tous ces centres sociaux, même s'ils ont des, c'est des organismes différents, associations, municipalités ou CAF, ils ont tous la même vocation. C'est vraiment tous les mêmes règles, c'est-à-dire que ça doit d'abord être un équipement de quartier à vocation sociale globale. On n'est pas des travailleurs sociaux spécifiques, on travaille sur tout type de demande avec tout type de public. On a aussi un équipement qui a une vocation d'abord familiale et plurigénérationnelle. Donc là encore, on voit que ça appuie sur le fait qu'on s'adresse à tous, des tout petits aux personnes très âgées. Et on est un lieu d'animation de la vie sociale locale. Donc, il va se passer ici des choses, qui servent à la vie du quartier. Donc c'est ici, ça veut dire dans les murs, mais aussi, en dehors des murs, sur le territoire. On doit d'abord animer la vie sociale locale. Il y a des centres sociaux qui parfois ont préexisté ou existent dans et hors leurs murs. Nous, on a des actions aussi, à l'extérieur du mur. On est un lieu d'intervention sociale concerté et on essaye d'être novateur dans les actions qu'on propose, puisqu'on est au début. On l'a dit tout à l'heure, les habitants viennent pour, bénéficier d'une activité et au détour, d'une conversation, ils vont livrer une difficulté. Donc, une difficulté toute simple de peut-être de logement, peut-être de garde d'enfants et en entendant ça, nous, notre travail, c'est de collecter ses besoins, ses demandes et de dire: «Bah, tiens, là, il y a un vrai truc, quoi». Ça revient par plusieurs endroits et ça, on va essayer de mettre en réseau les gens avec nous, l'équipe, mais aussi avec des associations locales, avec la collectivité territoriale, avec des partenaires institutionnels et financiers pour pouvoir agir concrètement et lever des difficultés. Voilà. Si un problème de garde d'enfants revient particulièrement souvent, c'est peut-être qu'il y a un problème de crèche ou de halte-garderie sur le territoire. Donc on va peut-être pouvoir accompagner un collectif à créer quelque chose qui solutionne cette difficulté-là, par exemple. Donc les centres sociaux, ils peuvent être très, très différents, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des centres sociaux qui sont en ville, c'est pas du tout pareil qu'un centre social qui est à la campagne. Un centre social en plein cœur d'une banlieue parisienne, c'est pas non plus pareil qu'un centre social, au cœur d'un arrondissement de Lyon, par exemple, ou de Marseille. On n'a pas du tout les mêmes colorations. Je le disais aussi tout à l'heure, un centre social, ça peut être une association. Une association, c'est d'abord un collectif d'habitants, de gens qui se sont dit un jour: «Ben, on va se regrouper, on va créer une association, on va créer un centre social». Et donc là, ils ont créé quelque chose qui ressemble d'abord à leurs besoins. Si leur problématique, par exemple, elle était plutôt sur la préservation de l'environnement parce qu'ils sont implantés en ruralité et que, par exemple, il y a beaucoup d'usines qui se construisent et cetera, enfin, j'invente complètement une situation là, et ben, ils se disent: «Bah, nous, on veut vraiment préserver l'environnement, donc on va créer une association dont l'objet, c'est ça». Cette association, elle va grossir, elle va agir sur son territoire et peut-être qu'elle deviendra un centre social ou pas. Voilà. Si, le même groupement d'habitants avait été en ville et que la problématique, c'est par exemple, des déchetteries sauvages aux 4 coins du quartier, et une question autour, voilà, de l'environnement aussi. Elle agit aussi sur l'environnement, mais elle agit différemment et elle aussi, elle va pouvoir se développer et avoir une action qui deviendra centre social. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un centre social, en fait? C'est une association, c'est une structure qui anime la vie locale, qui résout les problèmes enfin, qui accompagne les habitants dans la résolution de leurs propres problèmes. Elle ne résout pas les problèmes, elle accompagne les habitants, c'est bien ça.
mais du coup qui a surtout une appellation qui est liée à un agrément. Centre social, c'est quoi? C'est un agrément. Tous les centres sociaux ne s'appellent pas centre social. Il y a des centres sociaux qui ont un agrément centre social, qui sont des MJC. D'autres qui s'appellent, je ne sais pas, la maison pour tous, d'autres qui s'appellent, maison de quartier machin, enfin, on ne s'appelle pas forcément tous centre social et pourtant, on a un agrément qui est donné par des financeurs, un collectif de financeurs, et notamment la CAF, pour tous les centres sociaux, c'est ça, sur la base en fait d'un projet qui est écrit. Donc nous, on a un projet qui est écrit sur 4 ans. Voilà, on l'a déposé en 2021, un gros pavé, un gros bloc, voilà, qui nous donne une feuille de route valable jusqu'en 2024 et qu'on a dû défendre devant le collectif des financeurs. C'est sur la base de ce projet qu'un agrément est donné et cet agrément, il veut dire aussi des financements. Donc une association, quelle qu'elle soit, peut solliciter un agrément et se verra octroyer des financements si elle est effectivement agréée parce qu'elle répond à différents critères. Voilà, sur ce que c'est qu'un centre social, du coup, vous voyez que ça peut être un petit peu tout. Alors vous venez, vous, je crois, d'un petit peu partout en France. Vous avez sûrement des centres sociaux à côté de chez vous. Vous avez en tout cas très probablement des associations de quartier. Peut-être qu'elles sont centres sociaux, peut-être pas. C'est assez, variable et c'est aussi une question de choix de la structure, de solliciter ou pas des agréments. Dans un centre social, du coup, on peut faire beaucoup de choses. Et du coup, on connaît souvent le centre social sur le versant de l'animation. Animation, souvent, quand on demande aux gens: «Qu'est-ce que c'est qu'un centre social?» on entend souvent, c'est le centre de loisirs des enfants, en fait. Souvent, les gens, ils entendent centre social, ils pensent centre de loisirs. «Je vais au centre». Quand on est petit, on dit ça. Je ne sais pas si vous alliez au centre quand vous étiez petit. C'est, les mercredis, c'est les vacances, voilà. Et souvent, on fait un peu l'amalgame. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de centres sociaux qui portent des centres de loisirs, et de l'activité périscolaire et donc il y a beaucoup de gens qui sont des animateurs dans les centres sociaux. Et donc moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'était aussi vous présenter un petit peu les formations qui existent et notamment les métiers de l'animation. Du coup, on a une deuxième petite vidéo à vous proposer, sur les métiers de l'animation. Salut à tous, je suis Zoé et si tu as cliqué sur ce lien, c'est que tu as probablement vu la vidéo sur le secteur de l'animation et que tu veux en savoir plus sur les formations pour devenir animateur. Je vais donc te laisser avec Pierre qui va te présenter tout ça. Alors, c'est bon? Eh bien, salut à tous. Donc, je suis le troisième humain et je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes justement les diplômes. Alors, on va démarrer donc par le BAFA. Pour le BAFA, donc, il faut impérativement avoir 17 ans révolus le premier jour de la première session de formation qui est la formation générale. Mais pour faire court, il y a 3 parties. Formation générale qui dure, elle, 8 jours. Elle se fait en général en demi-pension. Et donc, du coup, tu vas apprendre plein de belles choses. La réglementation, comment travailler un projet pédagogique ou encore apprendre plein de jolies chansons et des jolis jeux de plein air. Ensuite, tu as le stage pratique qui lui dure 10 jours. C'est directement dans une association. Tu vas sur le terrain, tu observes, tu apprends à accompagner les enfants, à regarder un tout petit peu quel est leur rythme et éventuellement aussi à leur proposer des activités. Et enfin, pour aller un peu plus loin, il faut les 3 sessions validées bien sûr. Tu vas dans de l'approfondissement où là tu pourras te perfectionner ou autour du cirque par exemple ou sur la question des enfants en besoin particulier ou voire même pourquoi pas dans les arts plastiques. Un BAFA ça coûte entre 800 et 1000 euros et il y a plein d'aides aujourd'hui pour que tu puisses le passer en toute sérénité si tu n'as pas la thune. Clac. On enchaîne avec le BAFD, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur d'accueil collectif de mineurs. Je sais c'est long, mais c'est comme ça. Alors là par contre c'est un level au-dessus et là ça te permet vraiment d'être un petit peu le directeur ou le directeur adjoint de la structure. Celui-là aujourd'hui il a changé depuis le mois d'avril 2020 d'ailleurs. Tu peux l'obtenir dès tes 18 ans. Et ça, c'est pas mal du tout, c'est une belle avancée. Très simplement, il y a d'abord le stage de base où tu vas justement apprendre à gérer un budget, à éventuellement manager une équipe et surtout appliquer la réglementation ACM. Ensuite, tu as le stage sur le terrain, sur les fonctions de direction et tu as du coup un rapport à rendre à la fin de cette session qui se terminera par une soutenance.
Ensuite, on va rentrer justement dans les diplômes professionnels. Du coup, je démarre avec le premier niveau, le certificat professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, ce qui s'appelle le CPGEPS. Alors, ce certificat professionnel, eh bien, il va te permettre justement de pouvoir démarrer dans l'animation professionnelle. C'est un diplôme de niveau 3. Il atteste donc l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité, la finalité éducative ou sociale. Tu vas pouvoir bosser du coup comme animateur enfance-jeunesse ou animateur accueil de loisirs ou animateur par exemple accueil de loisirs périscolaire. Voilà, le CPGEPS c'est aussi un long projet. Il existe donc plein de financements possibles pour l'emploi, la région ou ton employeur dans le cadre d'un contrat spécifique. Ensuite, il y a le BPGEPS. Lui, c'est un niveau bac. Il y a une nouvelle formule depuis 2016. C'est un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Voilà, qui est un diplôme de niveau 4. Il comprend donc du coup deux spécialités maintenant. Animateur, mention animation sociale, c'est-à-dire loisirs tout public, etc. Ou bien éducateur sportif, mention sport collectif, type handball, football, boxe, etc. Ce diplôme se prépare en alternance, soit par la formation initiale. Dans ce cas, sa durée minimale, elle est de 900 heures. Donc n'oublie pas, c'est vraiment un investissement et c'est un énorme projet. Et donc 600 heures en centre de formation à peu près. Donc ça, c'était les diplômes de début de carrière. Et ensuite, si tu veux devenir un vrai Jedi de l'animation, il y a donc du coup des diplômes de niveau Bac plus 2, qui est par exemple le DGEPS, le DUT, ou voire même le DUST, s'il n'est pas déjà mort, bien sûr. Pour ces diplômes-là, si tu veux plus de renseignements, regarde à la barre d'infos. Alors j'espère que tu as à peu près capté le parcours et les possibilités de formation. Et si c'est pas le cas, bah appelle le CRIJ. Alors le CRIJ c'est nous. Et on fera un topo rien que pour toi. Abonne-toi, partage. Et si t'as pas vu la vidéo de l'animation, clique ici. Oui, cette vidéo, elle a été réalisée par un Krilch. Là, vous l'avez vu, je la trouve plutôt bien faite. En tout cas, elle vous montre, elle donne bien à voir que l'animation, c'est deux grandes familles. L'animation volontaire avec le BAFA et le BAFD et l'animation professionnelle où là, on peut commencer à travailler avec le BAFA, on peut travailler avec un BAFD aussi, mais on est vraiment plus sûr de s'installer durablement dans ces métiers-là avec des formations professionnelles type CPGEPS, BPGEPS et au-delà. Voilà. Dans un centre social, du coup, oui, il peut y avoir des animateurs, une fonction d'animation, d'encadrement d'enfants, mais pas que. Et du coup, ben voilà, ma question, c'est un petit peu selon vous, qu'est-ce qu'on va trouver dans un centre social? Quel type de fonction on peut trouver dans un centre social? Donc là, je vous laisse avec une animation klaxoon, Christelle, pour pouvoir, pareil que tout à l'heure, dire un petit peu, vous, vos représentations, qui c'est qui bosse dans un centre social? Alors, ouais, 56% sur la direction, 57% animation de territoire, 75% animation famille, 74% accueil, administratif à 73 et accompagnement social à 91%. Alors, c'est rigolo parce que vous avez évidemment, toutes ces fonctions-là qui sont bien sûr représentées dans un centre social, mais en fait, sur le nombre de pourcentages, ça m'intéresse, enfin, ça m'étonne de voir qu'il n'y en a que la moitié qui disent qu'il y a un directeur. Il y a bien souvent quand même un chef dans le bateau. Nous, on est une grosse structure, on doit être un des plus importants centres social de la Loire. On est même 2 sur cette fonction-là. Moi, je suis directrice adjointe et il y a donc la directrice du centre social. Voilà, du coup, il y a effectivement, bah, bien sûr, des fonctions de direction parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a une vocation d'animation globale et du coup, l'animation globale, ça veut dire plein de trucs, en fait. On l'a dit tout à l'heure, on s'intéresse à tous les publics. On est capable de travailler sur beaucoup de sujets en fonction des problématiques des gens. On n'est pas des spécialistes, par exemple, de l'accès au droit, mais pourtant, ben, en fonction des territoires, on va pouvoir en faire ou pas, s'il y a d'autres partenaires qui travaillent sur ça. Donc, le directeur, il est bien, avec sa feuille de route que je vous ai présentée tout à l'heure, il a écrit un projet d'animation globale. Il est bien celui qui doit conduire, euh, évaluer et réajuster son projet d'animation globale
qui définit sa feuille de route en fait. C'est-à-dire, voyez plutôt, nous par exemple, voilà, on est un centre social qui est très tourné sur la question de la parentalité, de la famille, et on a choisi comme feuille de route une espèce de grande thématique sur le travail sur l'autonomie. Et on s'est choisi 3 grands axes, des axes qui sont assez généraux, mais qu'on va essayer de tenir pendant 4 ans, mais qu'on sera capable de réajuster dans les 4 ans si on voit que, par exemple, voilà, la crise Covid a mis en évidence le besoin de travailler sur l'accompagnement des publics, sur l'accès aux droits, vraiment plus que ce qu'on faisait auparavant. Donc voilà, c'est le critère numéro 1, mais si demain tout va mieux et qu'il y a moins besoin de mettre le paquet là-dessus, il y aura peut-être d'autres problématiques. La problématique environnementale, c'est aussi une problématique importante qu'on souhaite travailler, etc. Donc on réajuste aussi en fonction du réel. Voilà, quand il se passe un événement majeur comme une crise sanitaire, mais heureusement, on n'en a pas vécu 50 dans notre carrière, mais parfois, voilà, sur le territoire, il y a un événement particulier, il y a la fermeture d'une usine, il y a des choses qui se passent et du coup, là, ça nous incite à retravailler, notre projet. Donc le directeur, il est bien en charge de ça, de l'animation globale et du management de ses équipes pour réaliser le projet. Voilà, il y a, l'animation de territoire au travers de tout ça, et puis il y a, l'animation famille. Vous l'avez plébiscité assez largement aussi. L'animation famille, en fait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en destination des familles? À destination des familles, ça veut dire au sens très large, bien sûr les parents et leurs enfants, puisque notre boulot, c'est d'abord de travailler ce lien intrafamilial, mais aussi, dans les notions de solidarité intergénérationnelle, parce que les grands-parents, les petits-enfants, c'est aussi, quelque chose d'important à travailler et puis même ceux qui n'ont pas d'enfants, ils sont au moins les enfants de quelqu'un, donc ils ont aussi quelque chose à apporter sur la question de la famille. Donc là, on travaille vraiment cette question-là de manière, très large. Les fonctions d'accueil, vous l'avez dit aussi très, très largement, bien sûr, c'est d'abord une maison ouverte à laquelle, dans laquelle, tout un chacun va pouvoir trouver une oreille, une écoute et quelle que soit sa demande, il va pouvoir être soit, tout de suite accueilli, soit réorienté, vers l'extérieur. Heu, vous avez beaucoup parlé d'accompagnement social. Je ne sais plus les chiffres, mais c'était assez haut. Assez paradoxalement, en fait, c'est pas forcément l'axe le plus travaillé dans les centres sociaux. L'accompagnement social, c'est vraiment accompagner quelqu'un dans une demande particulière, l'aide au logement, le RSA, voilà, l'accompagnement par rapport à la santé, le droit d'asile, des choses très spécifiques. C'est ça que moi j'entends en tant que travailleur social dans accompagnement social. Et là, en fait, nous, on est des généralistes. Donc, parfois, on peut attraper certaines problématiques, voilà, parce qu'elles sont repérées, parce qu'on a dit: «Là, on y met le paquet», parce qu'on a une délégation potentiellement de services publics pour le faire. Donc oui, on va travailler l'insertion des jeunes, l'emploi, enfin plein de trucs, en fonction du territoire et de ce qui se passe, mais en fait, pas obligatoirement. Voilà. Autant l'animation famille, l'animation globale, oui, ça c'est un prérequis indispensable. Autant l'accompagnement social, c'est si d'autres le font sur le territoire, c'est pas forcément le rôle du centre social de le faire. Si personne ne le fait, par contre, oui, il faut s'en emparer. Voilà. Heu, on a, les métiers du travail social au travers de ça, donc dans le centre social, on l'a vu, il y a donc les animateurs et puis, il y a aussi donc potentiellement d'autres fonctions, et ces autres fonctions, c'est potentiellement d'autres formations. Le directeur, il n'est pas directeur d'un centre social, d'une grosse structure avec simplement un BAFD. Le BAFD ou le BPGEPS, c'est le directeur, du centre de loisirs qui peut faire partie du centre social, mais pas forcément le directeur de la structure dans son ensemble. Ça fait peut-être un peu léger. Je vous propose de voir une 2e petite vidéo sur la question des métiers qui vous présente, voilà, les types de métiers du travail social et je pense que ça peut faire écho par rapport à vous-même, vos questions par rapport à l'orientation. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les métiers du secteur social. Très vaste secteur qui, pour certains métiers, a l'avantage de beaucoup recruter. On peut déterminer plusieurs grandes familles de métiers. L'aide à domicile, l'aide sociale, l'éducation, l'animation et l'encadrement. Beaucoup de métiers du secteur social ont l'avantage de recruter sans le bac. On peut citer par exemple les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale, les moniteurs éducateurs, les assistantes maternelles, etc. Mais revenons plus en détail sur 4 métiers exercés par ceux que l'on appelle les travailleurs sociaux. On y accède par des formations diplômantes de 3 ans, après un bac général ou technologique, ST2S ou STMG par exemple.
L'éducateur spécialisé partage le quotidien des personnes présentant des problèmes d'adaptation à la vie sociale. On entre dans la formation sur concours dans une des écoles qui délivre le DEES. On peut aussi y accéder via le DUT Carrière sociale, option éducation spécialisée, suivi d'une année de spécialisation. L'assistant de service social, plus communément appelé assistant social, conseille et oriente un public en difficulté dans les démarches relatives à leurs droits. Le métier se prépare soit via un DUT Carrière sociale, option assistance sociale plus une année de préparation au DEASS, soit directement en école via un concours d'entrée. L'éducateur de jeunes enfants, comme son nom l'indique, est un spécialiste des enfants jusqu'à 6 ans. Il met en œuvre pour eux un projet éducatif. On entre sur concours dans la formation qui délivre le DEEJE à l'issue de 3 ans d'études. Le conseiller en économie sociale et familiale conseille les personnes en difficulté sur tous les sujets liés à la vie quotidienne. Ce diplôme se prépare après un BTS économie sociale et familiale ou après un DUT carrière sociale suivi d'une année complémentaire. On peut aussi y accéder avec l'un des 3 diplômes vus précédemment. D'autres métiers, et notamment les postes de cadre, demandent un niveau un peu plus élevé d'études. Parmi ces métiers, on peut citer les cadres sociaux, qui peuvent être chefs de service ou directeurs de maisons de retraite, de crèches ou de tout autre établissement social ou médico-social. 3 diplômes permettent d'accéder à ces fonctions d'encadrement. Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale de niveau Bac+3, le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale de niveau Bac+5, le diplôme d'état d'ingénierie sociale de niveau Bac+5 également. Tu l'as compris, les métiers du social sont faits pour ceux qui aiment le contact humain en rendant service aux gens, en les aidant, en les conseillant ou tout simplement en évoluant à leur côté, et ce, à tous les âges de la vie. La liste des diplômes et des métiers vus dans cette vidéo n'est pas exhaustive. Il en existe bien d'autres, donc si ce domaine t'intéresse, n'hésite pas à faire des recherches plus poussées pour trouver le métier de tes rêves. Donc vous l'avez vu, voilà, ça vous a présenté un peu d'autres façons, d'autres métiers du travail social qu'on peut retrouver au sein d'un centre social. Mais comme on vous le dit à la fin de la vidéo, c'est surtout pas exhaustif. En fait, ce qui vous amène à travailler en centre social, c'est vraiment un peu tout type de fonctions, tout type de formation base. Et j'ai envie de dire que moi, en tout cas, dans les gens que je connais qui travaillent dans ce type de structure, c'est d'abord une question d'engagement. Beaucoup d'entre nous, on a aussi été d'abord bénévoles, d'abord animateurs de terrain, vraiment, avant de se lancer dans des formations qui nous amènent aujourd'hui peut-être à exercer des fonctions différentes au sein de ce type de structure. Mais c'est vraiment ça le premier objet. Ce que j'ai envie de vous donner surtout, c'est au-delà des études, ce qui vous donnera sûrement du boulot, c'est d'avoir fait des choses dans votre vie. D'où l'importance peut-être de commencer par du bénévolat, par de l'animation volontaire, pour rencontrer des gens et se mettre à l'épreuve finalement et se faire déjà un premier CV. En direction des jeunes, ce que peut faire un centre social, j'essaie d'accélérer un peu parce que je vois que je suis en retard. Un centre social, il va faire il peut faire plein de choses à destination des jeunes eux-mêmes, donc les gens plutôt de votre âge. En fait, on rentre ou pas dans des dispositifs qui sont financés. L'État, évidemment, la CAF, évidemment, tout le monde sait qu'il faut faire des choses pour les familles, pour les jeunes, etc. Donc, par exemple, dans ce type de trucs qui peuvent être financés, des dispositifs existants, il y a ce qu'on appelle l'ALSH, l'accueil de loisirs sans hébergement, le centre de loisirs, par exemple. Donc centre de loisirs, c'est plutôt pour les petits, mais on va avoir dans la même typologie des accueils jeunes, par exemple. Donc là, au sein des accueils jeunes, qui commencent à partir de 12 ans, mais qui peuvent aller sur certaines structures et dans certains territoires jusqu'à 25 ans, on va accompagner les jeunes dans l'autonomie, dans la prise d'autonomie par rapport à leurs loisirs, à leur parcours. Il ne s'agit pas juste de répondre à leur c'est pas salut, j'aimerais bien aller à la piscine, ok, je t'emmène à la piscine. C'est pas ça le travail avec les jeunes. C'est vraiment travailler autour d'un projet. Tu veux aller à la mer, ok, on peut t'accompagner par des chantiers éducatifs, par trouver du travail, etc., pour trouver les moyens d'y aller à la mer, on va dire. Donc ça, c'est tout le boulot qu'on fait avec les publics, quels qu'ils soient. Nous, on le fait même avec les tout petits. Tu veux faire une activité, c'est laquelle? Qu'est-ce que tu veux faire? De la pâte à modeler ou de la peinture? C'est l'enfant aussi qui peut donner son avis et qui peut être acteur lui-même de ses loisirs en exprimant ses goûts. Ça, c'est vraiment une des valeurs importantes puisque notre travail fondamental, c'est l'éducation à l'autonomie.
Dans le même style, on a aussi un dispositif qui est porté par la CAF qui s'appelle les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité. Donc là, on accompagne des enfants et des ados jusqu'au lycée et même au-delà pour certains étudiants, nous, au centre social. On les accompagne, on accompagne le jeune et sa famille dans les liens autour de l'école. Donc on va l'accompagner sur de la méthodologie, sur de l'ouverture culturelle, sur des choses très variées qui l'aident à se sentir mieux à l'école. Et on va aussi l'accompagner, pour le coup, dans l'orientation. Vous êtes tous peut-être concernés par ces questions-là. L'orientation, c'est aujourd'hui le truc, la post-bac, je crois, c'est ça? Parcoursup, pardon, ça a changé, c'est mon stagiaire qui me corrige. Voilà, Parcoursup et du coup, là, par exemple, vous avez un truc un peu difficile à faire, hein, des lettres de motivation, qu'est-ce que je demande comme choix, et cetera. Bah, nous, par exemple, on travaille ça au centre social avec les jeunes et leurs familles. Dans le cadre du contrat d'accompagnement à la scolarité, qu'est-ce que je choisis? Pourquoi? Est-ce que c'est réaliste ou pas comme projet? Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec les jeunes. Je voulais vous montrer une petite vidéo, mais on n'aura pas le temps, qui vous parle d'une action particulière qui s'appelle Promeneur du net. On la mettra dans le fil de discussion ou dans le compte-rendu qui vous sera adressé en référence. Promeneur du net, c'est un outil à destination des animateurs jeunes et maintenant des animateurs familles aussi, qui permettent d'accompagner les publics aussi sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont bien souvent des outils utilisés. Voilà, j'ai balayé un petit peu largement ce que c'est qu'un centre social, sur ces différentes actions, destination des familles, des jeunes et des moins jeunes. Et j'ai envie de vous demander un petit peu, vous, pourquoi vous iriez voir aujourd'hui, vous auriez tapé à la porte d'un centre social ou d'une association de quartier? Quel serait votre besoin? Qu'est-ce que vous iriez y chercher? Demande, conseil, aide, rien. Il y en a un qui a marqué à rien. Pourquoi pas si tout va bien, hein, c'est que tout va bien, c'est super. On peut aussi venir au centre social quand tout va bien, hein. On peut venir, proposer son aide, on peut venir, apporter un projet juste fun. J'ai envie de faire une fête dans mon quartier. C'est un projet qu'on peut accompagner. Donc, c'est pas parce qu'on va mal qu'on pousse la porte d'un centre social. On peut le pousser pour tout et n'importe quoi. Je vois qu'on rattrape un petit peu le retard, donc pendant que vous écrivez, je vous raconte un petit peu aussi comment ça marche. On a une équipe ici, d'une vingtaine de salariés, mais on a aussi beaucoup de bénévoles. Je le disais, on peut pousser la porte d'un centre social pour donner son aide. Vous aussi, même si vous êtes jeune, vous pouvez sûrement aider. Le bénévolat, ça commence, tout de suite, hein. C'est parfois vous savez, par exemple, utiliser des tas d'outils, numériques notamment et les plus âgés, ben, déjà moi j'ai un peu de mal, alors, encore plus vieux que moi, c'est vraiment terrible. Par exemple, voilà, vous pouvez proposer votre aide pour aider quelqu'un à comprendre comment on fait, je sais pas moi, des courses, des achats sur Vinted, par exemple. Voilà, je pense qu'il y a plein de gens, d'une certaine génération qui ont peur de faire ce genre de choses et qui auraient bien besoin qu'on leur montre que c'est pas forcément une arnaque, c'est bon, c'est assez sécurisé, enfin, un Blablacar, des choses comme ça que vous utilisez peut-être de manière très facile. Voilà, n'hésitez pas à proposer votre aide aussi parce que c'est comme ça que vous créez du lien. C'est comme ça aussi que vous en trouverez de l'aide. Le jour où vous chercherez du boulot, en connaissant du monde, en ayant un réseau. Pour vous donner juste un ordre d'idée, 75 des postes aujourd'hui se trouvent sans qu'une annonce n'ait été parue. Il n'y a pas toujours une offre d'emploi parue, en fait. Des fois, on n'a pas besoin de faire paraître une offre. On a déjà dans notre réseau des gens qui correspondent au profil qu'on recherche. Dans toutes les entreprises, ça marche comme ça. Moi, en tant que recruteur, je gagne du temps si j'ai déjà, dans mon réseau des gens, à solliciter. Donc voilà, c'est en train de se calmer un petit peu. Vous avez beaucoup, plébiscité des stages, des conseils, recherche pour des stages, de l'aide, de l'orientation. On n'a pas tort de s'y mettre alors au centre social de Beaulieu sur la question de l'orientation, parce que visiblement, c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup, vous, les jeunes. Ouais, c'est pas simple, hein, de trouver des stages, de trouver du boulot, de choisir son orientation. C'est super angoissant. Ça l'a déjà été, pour, moi, à mon époque. Alors pour vous, aujourd'hui, je pense que c'est peut-être, au moins pareil, si ce n'est pire. Voilà, je sais pas. On va se dire que c'est pareil, c'est déjà pas mal, c'était déjà suffisamment costaud, à mon époque à moi. Donc choisir son orientation, vous viendriez pour ça
Et du coup, effectivement, pas mal de structures accompagnent les jeunes. Je vous l'ai dit, 12-25 ans, c'est la cible, sur les questions d'orientation. On n'est pas seul, hein, sur ces questions-là. Évidemment, il y a les CIO que vous connaissez, il y a les bureaux d'information jeunesse, ce genre de choses. Voilà, donc n'hésitez pas à les solliciter. Heu, N'hésitez pas à interpeller le réseau que vous avez proche de vous. Vos enseignants peuvent bien sûr vous aider là-dessus, mais des fois, ben, on a besoin d'un tiers, quelqu'un qui ne nous connaît pas du tout et qui va pouvoir, nous apporter un point de vue complètement différent. Et du coup, pour ça, c'est assez bien d'aller, toquer à la porte du centre social de quartier si on ne le connaît pas encore. Et si on est trop timide, et ben, je l'évoquais tout à l'heure, il y a les promeneurs du net. N'hésitez pas à vous connecter vous tapez promeneurs du net sous Google, vous allez trouver, le dispositif et vous rentrez en lien avec un professionnel qui ne vous connaît pas, qui peut vous donner un avis très neutre, du coup, sur tout type de questions. Alors, les centres sociaux, c'est super, bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire. Moi, j'adore mon boulot. On peut faire plein de choses dans ce type d'équipement. Et c'est ce qu'on appelle un acteur de l'éducation populaire. Alors ça, c'est un grand mot. Et en fait, j'aimerais bien savoir ce que vous en connaissez de l'éducation populaire. Qu'est-ce que c'est l'éducation populaire selon vous? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle d'éduc-pop? C'est un grand mot qu'on utilise, depuis, un peu plus d'un siècle maintenant. C'est vraiment les mouvements d'éducation populaire. C'est un truc que vous avez dû, peut-être entendre. Si vous ne l'avez pas encore entendu, je vous invite fortement à faire les curieux. L'éducation populaire, c'est un grand mot, mais pour vous le définir un petit peu, c'est vraiment ça, c'est vraiment, c'est l'idée que tous, on a des choses à apprendre de tous, heu et que finalement, il n'y a pas de savoir plus important que les autres. Il n'y a pas dans l'éducation classique, on va dire, académique, portée plutôt par l'éducation nationale, même si évidemment les profs, ne sont pas, que des gens qui font du descendant, hein. Je me doute que vos enseignants, sont aussi ouverts à l'échange. L'éducation populaire, ça part vraiment du principe qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Alors comme, c'est quand même assez compliqué à définir, j'ai aussi prévu une petite vidéo. Vous avez vu comme je suis super forte. Voilà, une petite vidéo. L'éducation populaire, c'est pour tous. C'est l'entraide. La coopération. Bienveillance. Le vivre ensemble. Vivre ensemble, faire ensemble et apprendre à faire des choses simples. Le partage. Partage. C'est l'émancipation. C'est génial. Ah, je la voulais pas cette question. C'est le complément de l'éducation parentale et l'éducation scolaire au sens large. Alors, l'éducation populaire, c'est véhiculer des valeurs comme la bienveillance et la coopération à travers notre métier d'animation, qui est plus une passion qu'un métier. Il n'y a pas de définition, je dirais, claire et précise de l'éducation populaire. Chacun a sa définition. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment appartenir à un mouvement. Et les jeunes n'en ont pas forcément conscience quand ils arrivent sur un stage BAFA, qu'on leur dit, oui, quand on leur parle d'éducation populaire, on leur dit, vous allez faire partie du mouvement de l'éducation populaire. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Ils vont peut-être aller voir sur Internet, mais on ne trouve pas de définition. Et pour moi, voilà, c'est vraiment cette notion d'engagement et l'éducation pour tous et par tous, surtout. Pour moi, l'éducation populaire, c'est de l'échange. Et qui n'est pas descendant, c'est-à-dire que quelqu'un sait quelque chose et le transmet aux autres, mais qui est aussi dans la coopération et dans l'échange d'expérience, dans l'analyse de l'expérience et dans le fait que on est tous ensemble pour faire quelque chose ensemble. Pour faire simple, moi je dis que c'est l'éducation du peuple par le peuple. Partir du principe qu'un animateur et un enfant peuvent apprendre l'un de l'autre. On a tous des choses à s'apprendre, à s'échanger, que ce soit les enfants ou les adultes. Pour moi, on est tous au même niveau. Moi, je sais rien de plus qu'un enfant et un enfant, il sait rien de plus que moi. C'est tous plein de choses et donc c'est juste de la réciprocité et de l'échange. L'éducation populaire au sein d'un centre socioculturel, c'est ouverture sur le monde, mixité et éducation tout au long de la vie. Cette vidéo, je la trouve assez difficile, hein. Vous irez farfouiller sur Internet. C'est pas simple de trouver une vidéo ou une définition de l'éducation populaire. Il y en a d'autres qui sont intéressantes, donc je vous invite à aller jeter un œil. Mais c'est vraiment cette notion-là d'abord, donc vous avez compris, le centre social, c'est une maison ouverte à tous.
dans laquelle tout le monde est le bienvenu, quel qu'il soit, quelle que soit son origine sociale, culturelle, sa situation personnelle. Et il va être accueilli au même titre que n'importe qui. Et il va être accueilli, oui, comme quelqu'un qui vient éventuellement demander quelque chose, qui vient proposer quelque chose, mais il va surtout être vu comme un acteur potentiel du projet euh, d'éducation populaire du quartier, en fait. C'est-à-dire que son idée, sa proposition, elle s'intègre pleinement dans un projet. Et parfois, les gens ne savent pas qu'ils apportent déjà quelque chose, en fait. La personne qui sait faire le café et qui le fait tous les vendredis parce que vous avez ouvert un petit espace d'échange libre et gratuit, eh bien, il apporte quelque chose, ne serait-ce que par ça, par cet esprit de bienveillance, d'ouverture, d'être présent à l'autre et du coup de laisser libre cours aux échanges et aux idées et aux débats. Voilà, ça c'était vraiment la notion la plus importante que j'avais envie que vous entendiez. Un centre social, c'est ça. C'est juste un bon prétexte pour fabriquer du vivre ensemble. Et c'est surtout attaché à des valeurs de mixité, de démocratie, de laïcité, de respect mutuel. C'est vraiment finalement un truc très fort dans la culture française, ça. Et les mouvements de sécurité sociale, s'ils portent les centres sociaux aussi, c'est parce qu'en fait, c'est très, très emblématique de notre pays, de son organisation, en fait, aujourd'hui. Quand vous voyagez dans le monde, il n'y a pas ça partout. Et c'est quand même intéressant de savoir que ça, c'est quelque chose de précieux et c'est quelque chose pour lequel on doit se battre et pour lequel on doit aussi donner de sa personne et de son engagement. C'est surtout ça que j'avais envie de vous dire. Christelle, peut-être qu'on peut lancer un nuage de mots, quelque chose qui permette à chacun de laisser un mot de la fin? Ah bah voilà, le mot de la fin, c'est merci, bravo, beaucoup, c'est cool. Bon, c'était pas simple hein, d'être à distance comme ça. Bon, j'aurais pas pu tous venir vous voir, c'est certain, mais je pense que voilà, il y a tout intérêt. Je transmets le message aussi aux enseignants. N'hésitez pas à aller voir les structures de quartier. Nous, on est toujours partants pour intervenir. Ça a été le cas il y a 2 semaines, je crois. Mon collègue est allé intervenir dans un établissement scolaire. Voilà, on est toujours partants pour créer du partenariat. Éducation populaire, éducation nationale, c'est pas bien loin. On est cousins, quoi. Donc, on peut faire parfois des projets ensemble, j'en suis sûre. N'hésitez Il y surtout a, pas. Allez-y. pardon, il y a une question dans le fil de discussion. Que fait la CESF dans votre centre social? Alors, il n'y a pas forcément toujours des CVCF dans un centre social, mais traditionnellement, c'est souvent l'animatrice ou la référente famille qui peut avoir ce diplôme. Mais une conseillère en économie sociale et familiale, en fait, c'est aussi un diplôme de début de parcours, hein. Parfois, il y a des gens qui ont ce diplôme et puis qui ensuite continuent dans les études. C'est souvent la référente famille chez nous. Ça peut être aussi chez nous l'animatrice du relais, assistante maternelle, la ludothécaire qui peut, dans mon centre social, c'est l'animatrice famille. Mais je me dis que ça aurait pu être un diplôme qu'auraient eu d'autres de mes collègues. Voilà. Et Ça peut pardon. être... Vas-y, vas-y. Du coup, tu parles de l'animatrice famille. Tu peux du coup préciser son rôle au centre social? Ouais. Alors, donc chez nous, c'est un peu particulier, mais dans un centre social, dans tous les centres sociaux, il y a ce qu'on appelle une référente famille. Ça fait partie de la réglementation. On doit avoir un directeur et un référent famille. Ça fait partie de la base. Le référent famille, c'est celui qui porte le projet famille. Le projet famille, il se décline sur différentes modalités. Chaque centre social fait un petit peu comme il le souhaite et comme il l'entend en fonction de son territoire. Et comme je le disais tout à l'heure, du coup, il peut décliner des modalités d'action en direction des familles, comme du mode de garde et donc comme un centre de loisirs, mais pas obligatoirement. Donc l'animateur famille, le référent de famille, elle décline de l'action à destination des familles. Donc de l'action parentalité, s'il y a beaucoup de parents avec des jeunes enfants, de l'action en direction des jeunes et de leurs parents, si c'est le cas sur son territoire, elle va peut-être plus travailler à les questions d'orientation et de scolarité, mais aussi, pourquoi pas, les questions d'accompagnement des aidants, par exemple, s'il y a beaucoup de personnes âgées sur le territoire. Voilà, ça peut être, c'est vraiment l'action famille au sens très large, et du coup, c'est très différent d'une structure à l'autre. Mais l'animateur famille, souvent, voilà, c'est un des diplômes assez classiques, conseiller en économie sociale et familiale, mais pas exclusif. Voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas conseiller en économie sociale et familiale que vous ne pourrez pas faire ce métier. Surtout. D'accord?
Retenez bien ça. Allez faire du bénévolat, engagez-vous, ça vous donnera, la coloration de votre parcours. Avant le diplôme, c'est ça, moi, je pense qui si vous avez vraiment envie d'être des travailleurs sociaux, le diplôme donnera une coloration certes, mais c'est surtout vos engagements et vos expériences qui les donneront. Si vous êtes plutôt avec des migrants, bah, voilà, vous allez être plutôt des travailleurs sociaux, spécialisés sur cette question-là, plutôt avec des parents, bah, sur cette question-là, et cetera. Quel que soit le diplôme que vous choisissez, en fait, au départ. Voilà, vous allez retrouver des si vous avez des questions, si ça remonte plus tard, les enseignants, n'hésitez pas. Vous pouvez, prendre contact avec le centre social de Beaulieu. Je pense qu'il pourra y avoir un lien qui sera mis pour avoir accès à notre site internet et du coup, moi je peux, après répondre à des questions qui viendraient. En tout cas, c'était cool de vous parler. J'aimerais bien un jour peut-être, on sortira de tout ça et on viendra vous voir en vrai. À très, très bientôt.